Bienvenue dans un voyage fascinant au cœur de l'invisible, là où la réalité rencontre le mystique, et où chaque question soulève un voile de mystère. Dans cette vidéo, on va ensemble se plonger dans les profondeurs de la spiritualité, sous la forme d'un iceberg. Vous connaissez peut-être le principe, ce qui se dévoile à la surface n'est qu'une infime partie d'un ensemble bien plus vaste et insondable. Plus on descend dans cet iceberg, plus les thèmes deviennent intenses, troublants et éveillent des questionnements profonds. J'ai réalisé d'innombrables recherches pour vous offrir un regard complet, alliant l'aspect mystique de chaque sujet à une approche scientifique rigoureuse. De la simple planche Ouija au secret de la réincarnation, de la projection astrale au phénomène quantique, chaque palier dévoile des vérités insoupçonnées et des croyances qui traversent les âges. Alors ouvrez grand votre esprit, car ce qu'on va découvrir pourrait bien transformer votre perception de la réalité. Méditation. Lorsqu'on parle de spiritualité, la première image qui s'impose souvent est celle de la méditation. Une pratique simple en apparence mais qui cache un univers complexe et profond. Imaginez une lente plongée en apnée, non pas sous l'eau, mais au plus profond de votre esprit. La méditation, c'est ça, suspendre le tumulte du monde extérieur pour explorer ses abysses intérieurs. Au cœur des traditions bouddhistes, hindouistes, taoïstes et bien d'autres encore, elle se présente comme un chemin vers l'éveil spirituel. Une quête pour échapper à l'illusion de l'ego et de toucher du doigt une réalité plus vaste. Pourtant, ce voyage n'a rien de linéaire. Il existe d'innombrables techniques, chacune semble offrir une porte différente vers ce qui se trouve au-delà du mental. Respiration, mantra, focalisation sur un objet, autant de clés pour pénétrer des états méditatifs aux contours insaisissables. Ces dernières décennies, la science a tenté de percer ce mystère. Les chercheurs ont classé la méditation en 3 grandes familles. La méditation attentionnelle, la méditation constructive et la méditation déconstructive. Pour la méditation attentionnelle, elle consiste à concentrer toute son attention sur un seul point, comme la respiration, un son ou une sensation corporelle. L'objectif est de ramener l'esprit à cet objet chaque fois qu'il s'égare, ce qui renforce notre capacité à être dans le moment présent. Par exemple, asseyez-vous, fermez les yeux et portez toute votre attention sur le rythme de votre respiration. Si votre esprit commence à vagabonder, vous revenez doucement à la sensation de l'air qui entre et sort de votre nez et rien d'autre. De cette manière, vous ne serez plus dans le futur ou dans le passé, mais uniquement dans l'instant présent. Au niveau de la deuxième famille, la méditation constructive, ici le but est de cultiver des émotions positives comme la compassion, l'amour ou la gratitude. Ça implique souvent de visualiser des scènes positives, de répéter des phrases bienveillantes ou de se concentrer sur des sentiments de bien-être. Par exemple, vous pouvez faire une méditation de compassion, en imaginant envoyer des pensées d'amour et de bienveillance à quelqu'un que vous aimez, puis à vous-même, et même à des personnes que vous aimez un peu moins. Cette pratique renforce votre empathie et votre capacité à ressentir des émotions positives. Et la troisième catégorie est la méditation déconstructive. Elle vise à observer et analyser vos pensées et croyances pour mieux les comprendre et se libérer des schémas négatifs. Elle consiste à questionner et déconstruire des idées limitantes que nous avons sur nous-mêmes et sur le monde. Par exemple, lorsque vous avez une pensée négative du type « je suis pas assez bon », vous pouvez observer cette pensée, examiner d'où elle vient, comment elle vous affecte, et réaliser qu'elle n'est pas une vérité absolue. Ça permet de prendre du recul et de se détacher des pensées qui nous freinent. Avec ces infos, je vous laisse réfléchir dans laquelle de ces 3 catégories vous placeriez la célèbre méditation pleine conscience, qui consiste à porter une attention consciente et sans jugement à l'instant présent, en observant ses pensées et émotions telles qu'elles sont. Vous pourrez me dire en commentaire votre réponse. Enfin, il est assez fascinant de noter que ce qui était autrefois réservé aux monastères a trouvé sa place dans les hôpitaux et les centres de bien-être modernes. La réduction du stress basée sur la méditation a su traverser les frontières de l'Orient pour aider des millions de personnes à mieux vivre ici et maintenant. Une nouvelle manière de méditer avec un pied dans l'éveil et l'autre dans le monde moderne. Astrologie. Rien que le mot évoque déjà tout un monde d'étoiles, de constellations et de secrets écrits dans le ciel. Derrière ce concept millénaire se cache une promesse, celle de déchiffrer les mouvements des astres pour comprendre les mystères de notre existence, nos traits de caractère et peut-être même notre destin. Ce n'est pas qu'une pratique obscure, mais un langage céleste qui a traversé les époques, depuis la Mésopotamie antique jusqu'à nos horoscopes modernes. Les origines de l'astrologie remontent à bien longtemps. Que ce soit en Égypte ou en Grèce, les prêtres et savants regardaient déjà le ciel pour y voir des reflets des royaumes terrestres. Et des systèmes distincts ont émergé. L'astrologie occidentale avec ses 12 signes du zodiaque, l'astrologie chinoise avec ses animaux symboliques, ou encore l'astrologie indienne. Dans l'astrologie occidentale, le zodiaque est divisé en 12 signes.
chacun associé à des périodes spécifiques de l'année et à des traits de personnalité particuliers. Les astrologues établissent des thèmes astraux en fonction de la date, du lieu et l'heure de la naissance. Un thème astral, c'est comme une photo de l'emplacement des astres au moment précis de ta naissance. Il montre la position des planètes, du soleil et de la lune, et donne des indications sur ta personnalité, ton comportement, tes émotions, et même la façon dont tu réagis aux événements de la vie. Chaque personne a un signe solaire, qui représente l'identité et la volonté, un signe lunaire qui parle de tes émotions et de ton monde intérieur, et un ascendant qui influence comment tu te montres au monde. Même si je ne suis pas trop porté sur l'astrologie, on peut rapidement regarder mon thème astral et voir comment je devrais me comporter. Selon les infos de ma naissance, je suis Cancer en signe solaire, ce qui veut dire qu'au moment de ma naissance, le soleil était en train de passer devant la constellation du Cancer, ce qui me rendrait sensible et attaché à mes racines. Mon signe lunaire est Verseau, ce qui me pousserait vers l'indépendance émotionnelle et l'originalité. Et mon ascendant est Vierge, ce qui est censé me rendre réfléchi, perfectionniste et très analytique. Et je dois dire que c'est une interprétation qui me convient assez bien. Et c'est normal, car elle est hyper flatteuse et nous renvoie à un concept psychologique bien connu que certains scientifiques utilisent justement pour expliquer l'intérêt pour l'astrologie. Ce concept s'appelle l'effet Barnum. C'est un effet qui décrit notre tendance à accepter des descriptions générales et flatteuses comme étant spécifiquement adaptées à nous, même si elles pourraient s'appliquer à un grand nombre de personnes. Quand on lit un horoscope ou un thème astral, on peut ressentir un lien personnel puissant, même si les traits décrits pourraient convenir à beaucoup d'autres. Cet effet jouerait un rôle dans la popularité durable de l'astrologie, parce qu'il crée une impression de précision et de pertinence, renforçant notre croyance dans ce langage des astres. Mais malgré cette explication rationnelle, il reste fascinant de se demander pourquoi tant de personnes ressentent une connexion si profonde avec ces descriptions, comme si l'astrologie touchait à quelque chose de plus grand et mystérieux, un lien subtil et insondable entre nous et le cosmos. Planche Ouija. Objet de fascination, de crainte et de scepticisme, elle est souvent utilisée pour tenter de communiquer avec des esprits ou des entités d'autres dimensions. Bien qu'elle soit perçue comme un outil de spiritisme, elle a une origine beaucoup plus terre-à-terre. Elle a été commercialisée comme un jouet par la marque Hasbro, qui détient encore les droits aujourd'hui, après avoir été popularisée à la fin du 19e siècle lors de l'essor de l'occultisme et du spiritisme. Sur le plan scientifique, le fonctionnement de la planche Ouija est souvent attribué à l'effet idéomoteur, ce phénomène psychologique qui pousse les individus à faire des mouvements involontaires et inconscients. Ainsi, même si l'utilisateur a l'impression que le curseur bouge tout seul, ce serait en réalité son subconscient qui influence ses mouvements. Ça donne l'illusion que la planche est guidée par une force extérieure. Cette explication scientifique relativise l'aspect mystique souvent associé à la Ouija, même si son aura mystérieuse continue de captiver les amateurs de paranormal. Phénomène de voix électronique. À première vue, il ne s'agit que de simples sons capturés sur des enregistrements. Mais pour les passionnés de paranormal, ces bribes de voix sont bien plus que des interférences sonores. Elles seraient la preuve que l'invisible tente de communiquer, que des entités d'un autre monde murmurent à travers nos appareils modernes. Que ce soit des magnétophones, des radios à balayage rapide, des outils rudimentaires mais qui, entre les bonnes mains, pourraient percer les voiles entre deux réalités. Les voix captées sont souvent énigmatiques, parfois un murmure, parfois un souffle, d'autres fois une phrase saisissante qui semble répondre à une question posée dans le vide. Pour les sceptiques, ces sons ne sont que des coïncidences, des bruits d'ambiance interprétés avec trop d'enthousiasme. Mais il suffit d'entendre l'un de ces enregistrements pour que le doute s'installe. Qui parle ? Pourquoi maintenant ? Je me souviens de cet instant précis où le grand JD, en quête de réponse, a capturé une voix sur l'île de Poveglia, réputée pour être un des lieux les plus hantés de la planète. Une île où l'histoire et les légendes se confondent, où chaque souffle du vent semble transporter les échos d'un passé douloureux. Dans cet enregistrement, la voix n'était pas forte, elle n'était pas claire, mais elle avait quelque chose d'étrangement tangible. C'est un message qui s'enregistre sur ma caméra, un EVP, mais très distinct. Il faut que j'aie un nœud de sol. Pour moi, c'est pas un bruit des alentours, un animal, un bruit quand je marche sur un caillou ou un truc qui s'effondre. C'est vraiment quelque chose qui a été enregistré près de ma caméra. À cet instant précis, on se demande pourquoi ces phénomènes fascinent autant. Est-ce que c'est la technologie qui trahit notre subconscient ? Ou une brèche ténue entre notre monde et ce qui nous échappe encore ? Chakra. Ce terme issu du sanskrit signifie roue ou cercle,
et il décrit parfaitement ces centres d'énergie qui, selon les traditions orientales comme l'hindouisme et le bouddhisme, tournoient le long de notre colonne vertébrale, guidant et équilibrant notre énergie vitale, le prana. Ces vortex invisibles ne sont pas juste des concepts abstraits, ils représentent un réseau complexe qui relie le corps, l'esprit et la spiritualité. Il existe 7 chakras principaux, chacun ayant sa propre fréquence, son rôle et une couleur qui lui est propre. Le premier, Muladhara, le chakra racine, ancré à la base de la colonie, incarne la survie, les besoins primaires et l'instinct de protection. C'est notre ancrage, la base sur laquelle tout le reste repose. Puis un peu plus haut vient le Svadhisthana, le chakra sacré, où résident nos émotions, notre créativité et notre désir d'explorer la vie sensuellement. Au niveau du plexus solaire se trouve Manipura, le centre du pouvoir personnel, du feu intérieur. Il brûle de notre volonté, de confiance et parfois d'ego. Au cœur de la poitrine, Anahata, le chakra du cœur, équilibre tout, amour, compassion et la douleur d'aimer. Ce centre, à lui seul, trace la ligne entre l'aspiration matérielle et la quête spirituelle. Quand on monte encore, Vishuddha, le chakra de la gorge, qui nous pousse à parler notre vérité, à exprimer ce qui bouillonne à l'intérieur. Puis vient Ajna, le 3e œil, siège de l'intuition où la perception devient vision intérieure. Et au sommet, Sahasrara, le chakra couronne, transcende tout. Il connecte à une réalité plus vaste, au divin, au pur cosmos. Et pour équilibrer ces chakras, des pratiques anciennes comme le yoga, la méditation et la respiration consciente ont vu le jour. Chaque point de chakra peut être apaisé, stimulé ou harmonisé par des sons, des mantras et des éléments. Certains disent que leur bon fonctionnement est la clé du bien-être global. D'autres voient là une métaphore complexe de nos luttes et de nos envies. Quelle que soit votre vision, les chakras invitent à un voyage intérieur où chaque roue qui tourne est une partie de nous qui cherche à s'équilibrer, à s'élever ou à se libérer. Sasquatch. Aussi appelé Bigfoot, cette créature mystérieuse occuperait les forêts profondes et les montagnes reculées d'Amérique du Nord, échappant au regard depuis des siècles. Pour certains, ce n'est qu'une légende, une figure mythique née des ombres et des arbres. Mais dans le monde spirituel, une autre hypothèse plus troublante circule. Le Sasquatch serait un être interdimensionnel, capable de glisser d'un plan de réalité à un autre, échappant ainsi aux lois physiques qui nous limitent. Les témoignages de ceux qui disent l'avoir rencontré ajoutent à ce mystère. Ces rencontres ne se limitent pas à des simples visions d'une créature imposante. Elles sont souvent accompagnées de phénomènes qui défient l'entendement. Certains rapportent des sensations de décalage temporaire, une impression étrange de sortie du temps, comme si l'instant lui-même s'étirait ou se figeait. D'autres parlent de visions, de moments spirituels puissants. Et si le Sasquatch n'était pas seulement une créature en chair et en os, mais un messager d'un monde que nous ne pouvons ni voir ni toucher. Aura. Avant de devenir une expression sur TikTok, l'aura est un concept qui plonge ses racines dans l'ésotérisme ancien. Imaginez un halo lumineux, une enveloppe d'énergie qui danse autour de chaque être vivant. Invisible pour certains, palpable pour d'autres, l'aura serait une émanation subtile, changeante qui reflète notre état de santé émotionnel et spirituel. Ses couleurs, ses éclats et son intensité varieraient en fonction de nos pensées, de notre bien-être et de la profondeur de notre quête intérieure. Par exemple, l'aura rouge représenterait l'énergie, la passion et la motivation, reflétant des personnes qui seraient fortes et déterminées. L'orange évoquerait la créativité et l'optimisme, tandis que le jaune indiquerait la confiance, la clarté mentale et des dispositions joyeuses. Pour l'aura de couleur verte, elle incarnerait l'amour et la guérison, montrant un lien fort avec la nature. Et la couleur bleue suggérerait la paix, la sagesse et une grande capacité de communication. Des pratiques comme la photographie Kirlian ont prétendu capturer cette énergie fugace. Une image, une silhouette électrique qui suggère qu'il y a peut-être quelque chose de plus que la simple chair et le sang. Mais la science, pragmatique, explique ces photos d'aura par des phénomènes physiques comme l'effet Corona, un jeu de décharge électrique qui semble enlever l'aspect mystique. Mais ce ne sont que des réponses, pas des certitudes. De nombreuses personnes affirment ressentir l'aura, ou même la percevoir directement, comme une vibration ou une lumière autour d'eux. Peut-être que l'aura est un peu plus qu'un phénomène physique, une porte vers des vérités que nous ne sommes pas encore prêts à voir. Mystérieuse, insaisissable, elle continue de fasciner, de diviser et d'inspirer ceux qui cherchent
au-delà du visible. Cercle de culture. Ces motifs géométriques apparaissent subitement dans les champs de céréales, comme si une main invisible avait dessiné la terre en un instant. De simples cercles aux formes complexes couvrant des hectares. Chaque apparition captive le regard, mais aussi l'imagination. Leur véritable histoire commence à s'écrire dans les années 1960. Mais les récits de motifs étranges dans les champs remontent bien plus loin. En 1678, une gravure raconte déjà l'histoire du diable faucheur, laissant dans les champs des cercles mystérieux. C'est à partir des années 1970 que le phénomène explose, principalement en Angleterre. Des cercles toujours plus grands, toujours plus détaillés commencent à marquer les campagnes. Les théories se multiplient. Œuvres d'extraterrestres, messages codés venus d'un autre monde, manifestations d'une énergie encore inconnue. Pour certains, ces formes géométriques sont des symboles sacrés, un langage oublié que la Terre murmure à ceux qui veulent bien écouter. Mais la réalité s'avère parfois plus banale que le mystère qu'elle tisse. En 1991, Doug Bauer et Dave Shirley révèlent au public qu'ils sont les auteurs de nombreux cercles en Angleterre. Avec des planches et des cordes, ils ont aplati les épis, créant des motifs impressionnants en une seule nuit. Une confession qui aurait dû clore l'affaire. Mais ce ne fut pas le cas. Le mystère perdure, car tous les cercles ne peuvent pas être expliqués aussi facilement. Certaines formations montrent des caractéristiques étranges, comme des tiges pliées sans être cassées, ou des anomalies électromagnétiques. Et c'est là que réside le charme troublant des cercles de culture. Même si les farces sont connues, le phénomène continue d'attirer les regards et d'alimenter des théories fascinantes. Œuvre humaine ou message d'ailleurs, pour beaucoup, chaque cercle est une invitation à plonger dans un monde de symboles, de mystères et de possibilités infinies. Pouvoir des cristaux. Dans le monde spirituel, ces pierres précieuses ne sont pas de simples objets inertes. Elles vibrent, résonnent et seraient les gardiennes de secrets anciens. Pour les adeptes, chaque cristal émet une fréquence unique, capable d'interagir avec les énergies humaines, les chakras ou même l'aura. Une améthyste, par exemple, ne se contente pas d'évoquer la beauté. Elle est réputée pour apaiser l'esprit, clarifier les pensées et guider vers la guérison spirituelle. À l'opposé, la tourmaline noire est perçue comme un bouclier, repoussant les énergies négatives comme une forteresse silencieuse. Les cristaux ne sont pas seulement contemplés, ils sont utilisés. Lors de séances de méditation, dans des rituels de guérison ou simplement tenus dans la paume de la main pour amplifier des intentions ou rééquilibrer l'énergie intérieure. Il existe une fascination pour ces pierres, une croyance ancrée dans des traditions anciennes où elles étaient vénérées, employées dans des rituels magiques et aussi pour renforcer des pouvoirs psychiques. Que l'on parle de l'Égypte ancienne, des traditions chamaniques ou des pratiques modernes, le pouvoir des cristaux traverse les âges. La science, toutefois, reste sceptique. Des études comme celle menée par Dr Christopher French de l'Université de Londres cherchent à tester la réalité de ces effets. Dans une expérience, des participants rapportaient ressentir des sensations de chaleur ou des vibrations lorsqu'ils tenaient des cristaux, même lorsque ceux-ci étaient factices. Ça pourrait pointer vers l'effet placebo, mais ça laisse une question ouverte. Est-ce que les cristaux n'ont pas un impact que pour ceux qui y croient ? Ou est-ce que ça touche à quelque chose de plus profond ? Une chose est certaine, qu'ils soient magnifiés ou rejetés, leur pouvoir de nous fasciner, lui, ne s'éteindra jamais. À partir de maintenant, on plonge sous la surface de l'eau, vers une spiritualité encore plus intrigante. Réincarnation. C'est l'idée qu'après la mort, une partie essentielle de nous, âme, conscience, énergie vitale, appelez-la comme vous voulez, revient dans un nouveau corps. Un cycle éternel de vie, de mort et de renaissance. Ce corps peut être humain, mais selon certaines croyances, il pourrait aussi bien être animal, végétal ou quelque chose de complètement différent. Pour les adeptes de cette vision, la mort n'est qu'une étape, une transition d'un chapitre à l'autre dans un livre infini. Présente depuis des millénaires dans des cultures et religions variées, la réincarnation est une pierre angulaire de l'hindouisme, du bouddhisme, du jaïnisme et du sikhisme. Les anciens Égyptiens en parlaient déjà, et même les philosophies grecques comme Pythagore et Platon voyaient dans ce cycle une clé pour comprendre la nature humaine et cosmique. Pour eux, chaque vie était une leçon, chaque renaissance une chance d'apprendre, de corriger ses erreurs et d'avancer vers un but ultime, la libération, ou moksha, ou même nirvana. Des termes qui traduisent un état où le cycle s'arrête enfin, où l'âme cesse de renaître. Mais cette idée n'est pas cantonnée à l'Orient. En Occident, elle a gagné du terrain au XIXe siècle grâce au mouvement ésotérique et spirit.
Des figures comme Ian Stevenson, psychiatre canadien, ont passé des décennies à étudier les cas de jeunes enfants prétendant se souvenir de vies passées. Leurs récits sont troublants, des souvenirs si vivants qu'ils semblent traverser le temps. Les témoignages de souvenirs de vie antérieure sont plus fréquemment rapportés chez les enfants que chez les adultes. Une des raisons avancées pour expliquer ce phénomène est que les jeunes enfants sont encore moins ancrés dans le monde matériel et n'ont pas encore été totalement influencés par la culture, les croyances et les conditionnements de leur environnement. Leur esprit serait donc plus ouvert à des expériences non ordinaires ou à des souvenirs enfouis, sans les filtres que nous développons en grandissant. Ces filtres qui tendent à rejeter tout ce qui ne correspond pas à notre vision du monde. Ce phénomène peut être mis en relation avec la philosophie de Platon qui distingue deux réalités, le monde sensible qui est le monde des apparences, des sensations et de la perception physique, et le monde intelligible qui représente la réalité des idées, des formes éternelles et la vérité pure, accessible par la réflexion et la connaissance. Selon cette perspective, les enfants qui sont moins conditionnés par les influences du monde sensible pourraient être plus proches du monde intelligible. Ça expliquerait leur capacité supposée à accéder à des souvenirs d'une vie passée qui relèveraient de vérités profondes ou d'une connaissance plus pure, encore non altérée par les perceptions du monde physique. L'histoire de James Leininger est l'un des cas les plus fascinants et troublants liés aux souvenirs de vie passée chez les enfants. Né en 1998, James avait à peine 2 ans lorsqu'il a commencé à faire des cauchemars récurrents, criant dans son sommeil qu'il était coincé dans un avion en feu qui s'écrasait. Ces descriptions étaient si précises qu'elles ont rapidement attiré l'attention de ses parents. Le jeune parlait d'un avion particulier, un Corsair, et mentionnait fréquemment un porte-avions nommé Natoma. Ce qui a stupéfié ses parents, c'est qu'un tel navire, le USS Natoma Bay, avait effectivement servi pendant la Seconde Guerre mondiale. Le garçon semblait également connaître des détails techniques sur les avions militaires que même les adultes auraient du mal à savoir sans études approfondies. Ce qui a rendu le cas encore plus intriguant, c'est lorsque James a révélé qu'il s'appelait James Huston dans sa vie antérieure. En effectuant des recherches, ses parents ont découvert qu'un James Huston Jr. était un pilote américain décédé pendant la Seconde Guerre mondiale lorsque son avion Corsair a été abattu en 1945 au large d'Iwo Jima. James Leininger connaissait des détails spécifiques de la vie et de la mort de James Huston, comme les noms de ses collègues et les circonstances de sa mort, sans jamais avoir été exposé à ces informations auparavant. Amour inconditionnel. Pour beaucoup, il incarne l'idéal spirituel ultime, une sorte d'amour pur qui dépasse les frontières de l'attachement, du jugement ou même de la moindre condition. C'est un amour qui accepte l'autre entièrement, sans réserve, avec tout ce qu'il est, des qualités les plus éclatantes aux défauts les plus sombres. On le retrouve souvent dans les liens profonds entre parents et enfants, mais il peut aussi exister dans d'autres relations, dans les couples ou même entre inconnus. À la différence de l'amour conditionnel, qui mesure, attend et évalue, l'amour inconditionnel demande rien en retour. Il aime parce que c'est sa nature. C'est une flamme qui brûle sans jamais faiblir, peu importe les circonstances. Dans cet état, il n'y a pas de volonté de changer l'autre, pas d'attente de réciprocité. Ce type d'amour est vu par beaucoup de traditions spirituelles comme le véritable état de l'univers, une énergie fondamentale qui traverse tout ce qui existe. On le retrouve dans le christianisme, le bouddhisme et au cœur des philosophies New Age. Pour ceux qui parviennent à incarner cet amour, le monde change. Ils disent accéder à des états de conscience plus élevés, où les divisions humaines s'évanouissent, où la perfection de chaque être devient visible, même derrière les masques les plus brisés. Aimer inconditionnellement, c'est accepter de voir au-delà des erreurs et des imperfections, de percevoir la divinité en chacun. Battements binauraux. Derrière ce terme un peu technique se cache un phénomène auditif étrange et fascinant. Un jeu de sons qui se joue à l'intérieur même de votre cerveau. Les battements binauraux sont des phénomènes auditifs perçus lorsque 2 sons de fréquences légèrement différentes sont présentés séparément à chaque oreille, généralement à l'aide d'un casque stéréo. Juste pour rappel, la fréquence du son correspond au nombre de vibrations d'une onde sonore par seconde. Elle détermine si un son est aigu, fréquence élevée, ou grave, fréquence basse, et elle se mesure en hertz. Donc, pour en revenir aux battements binauraux, par exemple, si une oreille reçoit un son de 300 Hz et l'autre oreille un son de 310 Hz, le cerveau interprète un battement à 10 Hz, correspondant à la différence entre les 2 fréquences écoutées. Cet effet a été découvert en 1839 par Heinrich Wilhelm Dove. Mais il y a une subtilité.
Pour que l'effet des battements binauraux soit perçu, la différence de fréquence entre les deux sons doit être inférieure à 30 Hz. Au-delà, on perçoit les sons séparément et l'illusion disparaît. Je vous fais écouter un petit extrait d'un son créant un battement binaural qui aiderait à la relaxation. Les utilisateurs des battements binauraux indiquent que la fréquence créée dans le cerveau, par exemple 4 Hz lorsqu'on écoute deux sons de 400 et 404 Hz, pourrait synchroniser les ondes cérébrales des deux hémisphères du cerveau, ce qui faciliterait la méditation, la relaxation et même l'induction de rêves lucides. Mais il existe peu d'études scientifiques pour le confirmer. On sait que les ondes θ sont favorables à la méditation, alors que les ondes β sont associées à un état d'alerte. Une étude de l'université Laurentienne a montré que les battements binauraux produisant des ondes θ gênaient les débutants en méditation. Cette étude nous suggère donc que ces sons pourraient surtout être bénéfiques pour les méditants expérimentés. Rêve lucide. Je pense que vous avez sûrement déjà entendu parler du rêve lucide, qui est un rêve dans lequel le rêveur est conscient de rêver. Ce terme a été introduit en 1867 par Léon d'Herveil de Saint-Denis dans son ouvrage « Les rêves et les moyens de les diriger ». Mais certains chercheurs estiment que la simple conscience de rêver ne suffit pas pour qualifier un rêve de lucide. Ils considèrent que le rêveur doit également pouvoir exercer un contrôle sur le déroulement du rêve. Donc par exemple, faire apparaître un objet ou modifier l'environnement. Les rêves lucides surviennent généralement pendant le sommeil paradoxal, la phase du sommeil où le cerveau est très actif, semblable à l'état d'éveil. Et c'est d'ailleurs pendant cette phase que la plupart des rêves se produisent. Dans ces rêves, la lucidité peut apparaître spontanément ou être induite par des techniques spécifiques. Le rêveur peut alors influencer le contenu du rêve, bien que le degré de contrôle peut beaucoup varier. Il existe énormément de méthodes qui permettent d'entrer en rêve lucide. Ces méthodes se classent en 3 groupes. Le premier groupe correspond à l'endormissement conscient. Ce sont les méthodes qui visent à maintenir la conscience au moment de l'endormissement. Une technique bien connue consiste à compter dans sa tête pour garder sa concentration, tout en restant totalement immobile. Le but ici est donc de s'occuper l'esprit pour garder conscience tout en faisant croire à son corps qu'on est endormi. Le deuxième groupe correspond aux méthodes de prise de conscience pendant le rêve. Ces techniques visent à amener le rêveur à réaliser qu'il est en train de rêver lorsqu'il est déjà plongé dans un rêve. Ça peut se faire par des tests de réalité, comme se demander régulièrement si on rêve en observant son environnement ou en effectuant des vérifications, par exemple en regardant ses mains ou en essayant de lire un texte, qui peut souvent changer ou devenir flou dans un rêve. Le but est de développer une habitude de se poser la question « Est-ce que je suis en train de rêver ?», afin de déclencher la lucidité lorsqu'une incohérence survient. Par exemple, pour moi, qui ai beaucoup entraîné les rêves lucides dans mon passé, j'ai pris l'habitude de régulièrement me boucher le nez en essayant de respirer. Si j'arrive pas à respirer, c'est que je suis pas dans un rêve, mais si j'arrive à respirer, c'est que je rêve. Et à ce moment, je deviens donc conscient que je rêve. Le troisième groupe se compose des méthodes utilisant des stimuli externes. Ici, le rêveur peut être exposé à des sons, des lumières ou d'autres signaux pendant son sommeil. Ces stimuli servent à rappeler au dormeur qu'il est en train de rêver, tout en l'encourageant à devenir conscient dans son état. Je sais que certains utilisent des dispositifs comme des masques lumineux ou des applications mobiles pour générer ces signaux au bon moment du cycle du sommeil. Par exemple, dans votre rêve, vous pourriez voir un flash de lumière et vous rendre compte que c'est le masque que vous portez pour dormir qui vous alerte, vous permettant de vous rendre compte que vous êtes donc en train de rêver. Le rêve lucide fascine les chercheurs en neurosciences tout autant que les praticiens spirituels. Pour certains, c'est un outil pour explorer les recoins cachés de l'esprit et découvrir des vérités profondes sur soi-même. Des moines tibétains et des yogis pratiquent ce qu'ils appellent le yoga du rêve, où ils cherchent à maintenir la pleine conscience, même dans les états de sommeil, pour accéder à des dimensions spirituelles supérieures. Et pour le plaisir, je vais vous raconter un rêve lucide que j'ai fait il y a quelques temps qui est assez fou. Je suis dans le jardin de mes grands-parents sans vraiment savoir comment j'ai atterri là. Tout semble assez normal jusqu'au moment où je vois des centaines de rats courir dans le jardin. Je me dis que c'est quand même un peu louche et je décide donc de me boucher le nez pour savoir si je rêve. Lorsque je me bouche le nez, je me rends compte que j'arrive à respirer. Et donc, je sais que je rêve. Je commence à être hyper excité et me demande ce que je vais bien pouvoir faire. Au début, je décide d'arracher un brin d'herbe du sol et de le regarder du plus près possible. Et là, je me souviens m'être dit que c'est complètement abusé, que ça semble tout aussi réel que la réalité. C'est presque même encore plus net que la réalité elle-même. C'est assez fou. Et ensuite, je me dis que j'aimerais communiquer avec mon subconscient et connaître ma plus grande peur. Je me concentre alors pour faire apparaître ma plus grande peur.
un peu comme le miroir dans Harry Potter. Et là, une porte hyper flippante apparaît devant moi. La porte s'ouvre légèrement, je suis comme un dingue, je vais voir la chose qui m'effraie le plus au monde. Et là, ce que je vois derrière la porte, c'est Eric et Ramsey. Ouais, je vous promets, c'est bien ce qui s'est passé. Je commence donc à trop me marrer et je me rends compte que mon subconscient est un beau troll. Physique quantique. Une branche de la physique qui, en sondant les plus infimes particules de l'univers, expose des règles défiant toute logique ordinaire. Ici, les lois de la physique classique, celles qui régissent notre quotidien, s'effritent pour laisser place à un ballet étrange où l'impossible semble devenir possible. Prenons par exemple le célèbre concept de superposition quantique, qui nous indique qu'une particule peut exister dans plusieurs états à la fois, comme si elle hésitait, flottant entre les réalités possibles. C'est seulement lorsqu'on l'observe, qu'on la mesure, qu'elle prend un état figé et définitif. Ce concept a des résonances avec la notion spirituelle que la réalité est influencée par la conscience de l'observateur. Dans le bouddhisme, on enseigne que la perception façonne notre monde. La réalité est, en grande partie, une illusion créée par l'esprit. Cette similarité donne le vertige, et si, d'une certaine manière, la physique quantique révélait une vérité que la spiritualité explore depuis des millénaires, que notre conscience, notre simple regard, puisse modeler ce qui est réel. Mais il est important de nuancer. Pour les physiciens, la fixation de la superposition pourrait être due au simple acte de mesure en termes de calcul mathématique, plutôt que l'effet direct de la conscience de l'observateur. Par contre, que dire du phénomène très connu aussi, qu'est l'intrication quantique ? Ce phénomène qui nous indique que deux particules, distantes de milliers de kilomètres, restent liées, comme si une force invisible les maintenait connectées, de façon instantanée et inexpliquée. L'intrication quantique fait écho au concept d'interconnexion spirituelle, ce fil invisible qui lie tout ce qui existe. Qu'importe la distance, qu'importe le temps, tout serait connecté. Les enseignements spirituels parlent souvent de cette unité, de cette énergie omniprésente et subtile. Et là, entre les équations complexes de la physique quantique, ce lien semble presque palpable. Ces parallèles entre science et spiritualité ne se contentent pas d'intriguer. Ils soulèvent des questions profondes sur la nature de la réalité, du temps, de l'espace et de la conscience. Est-ce que la physique quantique, en bouleversant nos certitudes, pourrait offrir des réponses, ou du moins des indices, sur ce que la spiritualité tente de comprendre depuis toujours ? C'est ici que science et mysticisme se croisent, comme deux reflets dans un miroir brisé, révélant que la frontière entre les deux pourrait être bien plus mince que nous ne l'imaginons. Travail respiratoire. Ce terme cache un éventail de techniques qui, à première vue, semblent si simples. Inspirer, expirer et répéter ça. Mais ces exercices sont loin d'être anodins. Ils peuvent agir comme une clé déverrouillant des états de conscience, libérant des émotions enfouies et plongeant dans des profondeurs que nous n'imaginons pas atteindre. Derrière chaque souffle, il y a une promesse, celle d'un voyage intérieur. Le travail respiratoire englobe un large éventail de techniques de respiration contrôlée et consciente, et il est utilisé pour diverses raisons. Relaxation, gestion du stress, exploration spirituelle, guérison émotionnelle et parfois pour atteindre des états de conscience modifiés, être perché quoi. L'idée principale derrière ces pratiques, c'est que la respiration peut influer la chimie de notre corps et de notre cerveau, et ça permettrait de travailler sur des blocages émotionnels, des traumatismes enfouis et d'améliorer le bien-être global. Le travail respiratoire tel que nous le connaissons aujourd'hui a été popularisé dans les années 1970, en grande partie par Leonard Orr, qui a introduit la méthode nommée respiration de renaissance. Cette technique repose sur l'idée que nous portons des traumatismes liés à notre naissance et que la respiration consciente peut permettre de libérer ces mémoires inconscientes. Cette méthode utilise une respiration connectée, c'est-à-dire sans pause entre l'inspiration et l'expiration, pour créer un flux d'énergie et favoriser la libération émotionnelle. Il existe aussi un autre type de travail respiratoire, la respiration holotropique, qui a été développée par Stanislas Grof. Cette méthode consiste à respirer de manière rapide et contrôlée, souvent accompagnée par de la musique et dans un cadre sécurisé, pour induire un état de conscience modifié. L'objectif est d'explorer les profondeurs de l'esprit et de l'inconscient, facilitant ainsi l'accès à des expériences intérieures puissantes, similaires à ce qu'on pourrait vivre avec des psychédéliques par exemple. Ce travail respiratoire implique souvent une suroxygénation, c'est-à-dire un apport accru d'oxygène dans le corps à travers des respirations rapides et profondes. Cette augmentation du niveau d'oxygène et la diminution du dioxyde de carbone dans le sang peuvent entraîner des effets physiologiques
comme des sensations de picotement, des étourdissements ou une sensation d'euphorie. En gros, on suroxygène le corps pour modifier temporairement notre état physique et mental. Les partisans du travail respiratoire affirment que ces techniques peuvent avoir de nombreux effets bénéfiques. Diminution du stress, soulagement de l'anxiété, amélioration de la clarté mentale, gestion des émotions et même guérison des traumatismes. En pratique, certaines personnes témoignent d'expériences spirituelles ou des visions lors des séances, renforçant leur sentiment de connexion et leur compréhension de soi. Mais ces techniques ne sont pas sans controverse. Certaines critiques mettent en avant les risques associés à des pratiques intenses de ce travail respiratoire, notamment des personnes vulnérables ou ayant des troubles psychologiques. Des cas de crise d'angoisse, d'hyperventilation incontrôlée ou de sensations d'oppression ont été signalés. Par conséquent, il est souvent conseillé de pratiquer ces méthodes sous la supervision de professionnels qualifiés et expérimentés. Par rapport aux études scientifiques sur le travail respiratoire, elles restent limitées et les conclusions varient pas mal. Certains travaux montrent que les exercices de respiration consciente peuvent avoir des effets bénéfiques sur la réduction du stress et l'amélioration de la régulation émotionnelle, et d'autres études n'ont pas trouvé de preuves suffisantes pour soutenir certaines affirmations des praticiens du travail respiratoire. Ça signifie que bien qu'il y ait des adeptes et des succès rapportés, le travail respiratoire n'est pas encore universellement accepté dans le domaine médical et psychologique. Glande pinéale. La glande pinéale ou épiphyse est une petite glande endocrine située au centre du cerveau, dans une région appelée l'épithalamus. Sa forme ressemble à celle d'un petit cône de pain, d'où son nom d'ailleurs. Cette glande joue un rôle clé dans la régulation des cycles veille-sommeil grâce à la production de mélatonine, une hormone qui influence les rythmes de sommeil et d'éveil de notre corps. La glande pinéale synthétise la mélatonine à partir d'un acide aminé appelé tryptophane. Cette production est fortement influencée par la lumière. La glande est connectée à la rétine par un réseau complexe, permettant d'ajuster la sécrétion de mélatonine en fonction des cycles lumineux. Donc pendant la nuit, lorsque l'obscurité règne, la glande pinéale envoie l'information de nuit et la production de mélatonine augmente, ce qui favorise l'endormissement. Au contraire, la lumière inhibe la production de cette hormone et nous maintient réveillés la journée. La glande pinéale est connue depuis l'Antiquité. Galien, un médecin et philosophe grec du IIe siècle après Jésus-Christ, la décrivait comme une petite structure du cerveau. Elle a aussi été associée à des significations spirituelles et philosophiques au fil du temps. René Descartes, philosophe français du XVIIe siècle, la considérait comme le siège de l'âme, et pensait qu'elle jouait un rôle unique dans la jonction entre le corps et l'esprit. Cette croyance a contribué à alimenter diverses théories mystiques et ésotériques autour de justement cette glande. Elle est souvent associée à des aspects spirituels, au-delà de ses fonctions biologiques de régulation du sommeil et des rythmes corporels. Dans de nombreuses traditions spirituelles, elle est considérée comme un centre d'énergie ou un troisième œil, une idée qui trouve ses racines dans diverses cultures et philosophies anciennes. Dans la tradition hindoue et bouddhiste, le troisième œil est perçu comme le siège de l'intuition, de la sagesse et de la perception spirituelle. Il est associé au chakra du front, Ajna, qui est censé ouvrir la porte à une conscience supérieure et à la perception de réalités subtiles. La glande pinéale, en raison de sa position centrale dans le cerveau et de sa sensibilité à la lumière, est souvent identifiée comme ce fameux troisième œil. Pour les courants ésotériques, elle est vue comme un pont permettant de relier le plan physique à des réalités supérieures, ou comme une porte d'entrée vers des états de conscience modifiés tels que les visions spirituelles, les expériences mystiques ou même des capacités extrasensorielles. Certains pratiquants spirituels estiment que l'activation de la glande pinéale, souvent par la méditation, peut favoriser un éveil spirituel ou une connexion plus profonde avec l'univers. Il existe des exercices qui visent à détoxifier la glande pinéale pour améliorer la clarté spirituelle et la perception intérieure. Cette glande serait également liée à la DMT, diméthyltryptamine, une molécule présente naturellement dans le corps et associée à des expériences de vision intense et de conscience modifiée. Certains suggèrent que la glande pinéale pourrait jouer un rôle dans la production ou la régulation de cette substance. Selon certaines théories, la DMT serait sécrétée en grande quantité à des moments clés de la vie, comme la naissance et la mort, ce qui expliquerait le lien entre les expériences de mort imminente et les effets des tripes de DMT. Dans les traditions chamaniques, la DMT est souvent considérée comme une molécule spirituelle, permettant des voyages au-delà de la réalité physique. Pour les abonnés à cette chaîne, je pense que vous la connaissez déjà bien, cette fameuse molécule. Mais actuellement, il n'existe encore aucune recherche scientifique prouvant que la glande pinéale libère réellement de la DMT. Pas de viande animale. Dans de nombreuses pratiques spirituelles, le choix de ne pas consommer de viande n'est pas simplement une question d'alimentation. C'est perçu comme un chemin vers une élévation vibratoire, une manière de purifier l'esprit et le corps pour accéder à des états de conscience supérieurs. Cette croyance repose sur une idée profondément ancrée.
La consommation de viande, en entraînant la souffrance et la mort des animaux, abaisserait notre fréquence énergétique, ternissant l'harmonie qu'on pourrait atteindre avec le monde qui nous entoure. Adopter un régime végétalien ou végétarien devient alors une quête spirituelle en soi, un moyen de se reconnecter à la nature et de respecter le cycle de la vie. Pour ceux qui choisissent ce chemin, chaque repas est un acte de respect et de compassion. Ils cherchent à harmoniser leur énergie avec celle de la terre, à vibrer en résonance avec le vivant. Des figures telles que Bouddha ou Mahatma Gandhi ont prôné ce principe de non-violence et l'abstention de la viande comme une voie vers une spiritualité plus pure, une manière de se libérer des attachements terrestres et de se rapprocher de l'essence divine. Pour eux, chaque être vivant possède une étincelle de vie, un souffle sacré qui mérite respect et considération. Ce choix, souvent difficile à comprendre dans un monde où la consommation de viande est omniprésente, devient un acte de rébellion spirituelle, un engagement envers une vie plus consciente, plus lumineuse. Protocole CE5. Le CE5 est un protocole mis au point par Dr Stephen Greer, dans le but de créer un contact volontaire, pacifique et intentionnel avec des civilisations extraterrestres. Contrairement aux autres types de rencontres rapprochées, qui impliquent souvent des contacts involontaires, accidentels ou même conflictuels avec des extraterrestres, le CE5 repose sur l'idée que les humains peuvent eux-mêmes initier ce contact. Pour ce faire, le protocole utilise des techniques spécifiques, comme la méditation profonde pour atteindre un état de conscience élevé, où les participants se concentrent sur des intentions pacifiques et télépathiques de communication. Les signaux lumineux, les sons et parfois des signaux électromagnétiques sont également utilisés pour attirer l'attention d'éventuels ovnis. Le but du CE5 est de démontrer qu'un contact avec des êtres d'autres mondes peut être établi à partir d'un désir conscient et d'un respect mutuel, en supprimant les peurs et en cultivant l'ouverture d'esprit. Selon les partisans du protocole, le CE5 a permis des milliers de contacts réussis à travers le monde. Les témoignages incluent des observations d'ovnis, des interactions lumineuses et parfois des expériences subjectives comme de la communication télépathique. L'accent est mis sur la coopération et la compréhension mutuelle entre l'humanité et ses présumés êtres d'autres planètes, suggérant que nous avons une responsabilité spirituelle et morale à nous préparer à des échanges pacifiques. Personnellement, ça me fait penser à un film que j'aime beaucoup, Arrival, qui explore une idée similaire dans laquelle les humains doivent surmonter leur peur de l'inconnu pour communiquer pacifiquement avec une civilisation extraterrestre. Comme dans le protocole CE5, le film met l'accent sur la nécessité d'ouvrir un dialogue basé sur la compréhension, l'empathie et une communication consciente pour transcender les barrières culturelles et linguistiques. Le film nous rappelle que le contact avec des êtres d'autres mondes peut transformer notre perception de nous-mêmes et de notre place dans l'univers, tout comme cherche à le démontrer le protocole CE5. Guérison par Reiki. Une pratique qui suscite autant d'adhésion que de scepticisme, mais qui, pour ses adeptes, représente bien plus qu'un simple soin énergétique. À l'origine de cette méthode se trouve Mikao Usui, qui, à la fin du 19e siècle au Japon, aurait découvert une manière de canaliser l'énergie universelle, le Rei, et de la transmettre à travers l'énergie vitale, le Ki. Cette énergie serait partout, en nous et autour de nous, prête à être mobilisée pour harmoniser, apaiser et guérir. Lors d'une séance de Reiki, tout commence par une connexion subtile entre le praticien et le receveur, une discussion pour cerner les besoins, un moment pour s'installer confortablement. Pas de magie ostentatoire, pas de rituel spectaculaire, juste les mains du praticien, posées ou flottant au-dessus du corps, parcourant les centres énergétiques que l'on nomme chakras. C'est un travail silencieux, mais dont les effets peuvent résonner profondément. Les pratiquants parlent d'un flux d'énergie qui se canalise, traverse le praticien et atteint le receveur, libérant les blocages, rétablissant l'équilibre. Chaleur, picotement, relaxation intense, les ressentis varient, mais la promesse reste la même, harmoniser le corps et l'esprit. Le Reiki repose sur plusieurs principes spirituels ou affirmations que les pratiquants sont encouragés à méditer quotidiennement. Ces principes incluent des intentions telles que « juste pour aujourd'hui, je m'inquiéterai pas » ou alors « juste pour aujourd'hui, je ne me mettrai pas en colère ». Ces affirmations visent à promouvoir un état d'esprit positif et à cultiver la paix intérieure. Mais le Reiki reste au centre de nombreuses controverses. La science le considère souvent comme une pseudo-médecine, réduisant ses effets à l'influence du placebo. En France, la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires veille sur la pratique, craignant à des excès potentiels. Mais malgré ces critiques, la pratique continue de se diffuser. Beaucoup témoignent d'un mieux-être, d'une aide précieuse pour apaiser le stress,
accompagner un processus de guérison ou simplement se reconnecter à soi-même. Le Reiki n'est pas là pour rivaliser avec la médecine conventionnelle. Il se veut un complément, un souffle doux et subtil dans la tempête de la vie moderne. Est-ce l'énergie universelle qui agit ou l'espoir qui guérit ? Peut-être un peu des deux. À ce stade, on plonge encore plus profondément, dans des eaux qui deviennent de plus en plus sombres, vers une spiritualité bien plus perturbante. Voyage astral. Ce concept, ancré dans l'ésotérisme, décrit une expérience singulière où l'esprit se sépare du corps physique pour explorer librement des environs que l'on n'oserait même pas imaginer. Cette expérience est également connue sous des termes tels que décorporation, projection astrale ou sortie hors du corps. Le voyage astral n'est pas une nouveauté du New Age. Il traverse les âges et les cultures. Dans l'Égypte ancienne, on parlait du ba, cette partie de l'âme capable de quitter le corps. Dans le bouddhisme, le Manomaya Idi désigne un voyage par un corps fait de mental, accessible à ceux qui ont atteint un niveau de méditation avancé. Chaque tradition, chaque époque, semble avoir sa manière de raconter ce phénomène fascinant. Les récits des voyages astraux diffèrent, mais reviennent souvent sur des sensations troublantes. La perception de flotter hors du corps, la capacité de se déplacer instantanément à travers des lieux connus et inconnus, et parfois des rencontres avec des entités ou des guides. Ces expériences peuvent se produire spontanément, à la frontière du sommeil, lors de méditations profondes ou même sous l'effet de substances hallucinogènes. Pour comprendre ce phénomène, plusieurs approches se confrontent. La perspective ésotérique voit dans le voyage astral une réelle séparation de l'âme et du corps, permettant d'explorer d'autres dimensions, d'autres plans d'existence. La parapsychologie l'étudie comme une forme d'expérience hors du corps, cherchant à déterminer s'il s'agit d'un phénomène objectif ou d'une simple illusion de l'esprit. Et pour la science, elle y voit surtout des expériences subjectives, possiblement liées à des états altérés de conscience, à des rêves lucides ou à des hallucinations. Mais pourtant, même si ces hypothèses scientifiques existent, elles font pas l'unanimité dans le monde scientifique non plus. Elles cherchent à expliquer par exemple ces phénomènes à des processus neurologiques ou des modifications de la chimie du cerveau. Mais le mystère persiste. La frontière entre ce qui est connu et ce qui demeure inexpliqué reste floue, même du côté de la science. Pour les adeptes du voyage astral, les conséquences peuvent être profondes. Meilleure compréhension de soi, réduction du stress, croissance spirituelle. Mais il existe aussi des avertissements, des récits de difficultés à réintégrer le corps physique ou de rencontres avec des entités inquiétantes. Percée de nuages. Imaginez-vous lever les cieux vers un ciel parsemé de nuages, choisir un point précis, puis tenter de dissiper le nuage par la seule force de votre esprit. Ce concept, bien ancré dans la culture New Age, repose sur l'idée que l'esprit humain, avec une concentration intense, peut influencer la météo, notamment en dispersant les nuages. Une idée qui intrigue, fascine et fait sourire. Le concept a été popularisé par William Reich, un psychanalyste et inventeur autrichien, convaincu de l'existence d'une énergie subtile qu'il appelait orgone. Pour lui, cette énergie pouvait influencer les phénomènes naturels et pourquoi pas la météo elle-même. Les adeptes de cette pratique affirment que par la concentration mentale, ils peuvent faire disparaître les nuages. Bon, je m'étais promis d'être totalement neutre et de ne montrer mon jugement sur aucun point de cet iceberg, mais là, en me renseignant sur cette technique, j'ai pas pu m'empêcher d'être un chouïa jugeant. Mais je vous laisse vous faire votre propre avis. De mon côté, j'ai plutôt rapidement essayé de chercher des explications psychologiques à ce phénomène. L'un des principaux facteurs est ce qu'on appelle le biais de confirmation. Ce biais nous pousse à chercher, percevoir et retenir les informations qui confirment nos croyances ou attentes, tout en ignorant celles qui les contredisent. Lorsqu'une personne se concentre intensément sur un nuage dans l'espoir de le dissoudre, il y a de fortes chances qu'elle interprète la disparition naturelle du nuage comme une preuve de son influence mentale, même si les nuages se déplacent ou se dissipent constamment en raison des phénomènes météorologiques naturels. Un autre aspect est lié au contrôle illusoire, un phénomène psychologique où les gens surestiment leur capacité à contrôler des événements ou des éléments extérieurs. Cette illusion peut renforcer le sentiment que la pensée ou la concentration a un impact direct sur le nuage, créant un lien de cause à effet là où il n'existe qu'une coïncidence. Télékinésie. Aussi appelée psychokinèse, c'est une capacité fascinante, presque irréelle. Influencer la matière par la seule force de l'esprit. Déplacer un objet sans bouger, plier une cuillère d'un simple regard, ce pouvoir a enflammé les imaginaires depuis des siècles, glissant de récits mythiques en œuvres de fiction moderne. Mais au-delà des rêves et des fantasmes, la télékinésie soulève une question troublante.
Et si l'esprit humain possédait un potentiel que nous n'avons jamais réellement mesuré? Dans l'univers de la psychokinèse, il existe 2 distinctions principales. La macropsychokinèse, qui se concentre sur les effets visibles, comme le déplacement d'objets ou la torsion du métal, et la micropsychokinèse, plus subtile, qui s'intéresse aux influences microscopiques, comme modifier les résultats d'un générateur de nombres aléatoires. L'une des études les plus marquantes sur ce phénomène a été menée dans les années 1930 par Joseph Banks-Rhine, à l'université Duke. Son objectif était simple, mais terriblement ambitieux. Prouver que l'esprit humain peut influencer des objets physiques sans aucun contact. Les expériences utilisaient des dés. Les participants devaient tenter de diriger la chute des dés par leur seule concentration mentale. Les premiers résultats semblaient indiquer que certaines personnes avaient des capacités de modifier les tirages des dés au-delà du hasard. Mais rapidement, les critiques sont apparues. Erreurs méthodologiques, biais, manque de contrôle. Les tentatives de reproduction des résultats ont souvent échoué. Et ce rêve d'un pouvoir latent est resté en suspens. Malgré les doutes et le scepticisme, la télékinésie continue de captiver, de diviser. Pour certains, c'est la preuve d'une dimension mentale que nous ne comprenons pas encore. Un pouvoir que nous avons laissé s'éteindre. Pour d'autres, ce n'est qu'un mirage. Quoi qu'il en soit, la simple idée que la pensée puisse influencer le monde matériel suffit à nous faire réfléchir et surtout à rêver. Ligne de Ley. Ces alignements hypothétiques fascinent, reliant des sites sacrés et anciens à travers le monde comme des fils invisibles tissant un réseau d'énergie sur Terre. Stonehenge, les pyramides de Gizeh, les temples mayas, tous seraient connectés par des lignes mystérieuses, formant une sorte de géométrie sacrée qui dépasse l'entendement. Selon certaines théories, ces lignes seraient bien plus que de simples alignements géographiques. Elles marqueraient des canaux d'énergie tellurique, une force subtile qui imprègne ces lieux de vibrations spirituelles. Pour les adeptes, ces lignes d'énergie ne se contentent pas de lier les lieux anciens. Elles seraient des passages, des chemins pour canaliser la guérison, la méditation, voire ouvrir des portes vers des dimensions supérieures. Une concentration d'énergie brute, une sorte de réseau invisible que certains disent ressentir en marchant le long de ces trajets, comme si la Terre elle-même communiquait. Bien sûr, la science dominante, notamment les géologues, voient dans ces lignes une idée pseudo-scientifique, un hasard géographique amplifié par l'imagination humaine. Mais pour ceux qui y croient, ces lignes forment un maillage de conscience et d'énergie, un rappel que le passé, la Terre et les étoiles peuvent être liés d'une manière que nous ne comprenons pas encore. Les lignes de Ley sont souvent autant de promesses que de mystères, marquant la frontière entre le visible et l'invisible, entre ce que nous savons et ce que nous ne savons pas. Voyageurs. Selon certains enseignements spirituels, ces êtres seraient des âmes venues d'ailleurs, des dimensions supérieures, incarnées sur Terre dans un but précis, aider l'humanité à s'éveiller, à franchir un seuil vers un état de conscience plus élevé. Ce concept trouve sa source dans les textes du livre de Ra, ou la loi de l'un, rédigé par Carla Ruckert dans les années 1980. Une idée qui résonne, qui intrigue, celle d'âmes volontairement descendues dans ce monde à un moment crucial de son histoire. Selon ces enseignements, les voyageurs sont des âmes provenant de dimensions supérieures, parfois décrites comme des civilisations avancées, qui se sont portées volontaires pour se réincarner sur Terre à un moment clé de son histoire. Leur objectif est de guider et d'élever le niveau de conscience de l'humanité, notamment en partageant des valeurs d'amour, de service aux autres et de sagesse spirituelle. Ces voyageurs ressentent souvent un profond sentiment de déconnexion ou d'isolement sur Terre, comme s'ils ne faisaient pas vraiment partie de ce monde. Ils peuvent avoir des souvenirs flous ou des rêves de leur vraie origine, ressentir un appel intérieur pour une mission plus grande, ou être dotés d'une empathie et d'une compassion extraordinaires. Ils se distinguent par une sensibilité spirituelle et une volonté de faire le bien autour d'eux, même face aux difficultés terrestres. Dans les enseignements de la loi de l'un, le concept de densité fait référence à des niveaux de conscience ou d'existence. La 4e densité représente une phase d'évolution spirituelle caractérisée par la prééminence de l'amour, de la compréhension et du service à autrui. L'humanité serait actuellement en transition vers ce stade, ce qui expliquerait les changements sociaux, les crises et l'éveil spirituel de nombreuses personnes. Le rôle des voyageurs serait de préparer et d'accompagner cette transition en diffusant la lumière et en facilitant l'élévation collective de la conscience. Pour les voyageurs, l'incarnation sur Terre comporterait des risques. La densité terrestre actuelle, marquée par les tentations matérielles et l'oubli de leur mission, peut les faire dévier de leur objectif.
Certains peuvent même se perdre dans les illusions de la vie terrestre. Mais la possibilité de se souvenir de leur véritable nature et de retrouver leur chemin est toujours présente, souvent par le biais de la méditation, de l'introspection ou de rencontres avec d'autres êtres éveillés. C'est assez marrant car ça me fait penser à un trip sous DMT que je vous avais raconté sur cette chaîne. Dans ce trip, j'avais vraiment l'impression d'être une entité faisant partie d'une civilisation d'un autre plan d'existence. Et c'est comme si j'avais consciemment décidé de tout oublier, de naître dans ce monde et de vivre cette vie. Comme si c'était une expérience scientifique. Mais bon, c'est juste un petit lien, je me considère pas comme un voyageur, et si c'est le cas, c'est que je me suis donc malheureusement égaré. Multivers. Un concept fascinant, presque vertigineux, qui s'infiltre aussi bien dans les récits de science-fiction que dans les théories scientifiques les plus avancées. Mais qu'est-ce que ça signifie réellement ? Imaginez un ensemble d'univers parallèles, chacun coexistant avec le nôtre, où chaque réalité, chaque possibilité se déploie et prend vie. Un réseau d'univers où les lois de la physique, les constantes et même les événements de nos vies pourraient être radicalement différents. Pour mieux comprendre l'idée du multivers, plongeons-nous plus en détail dans ces deux grandes théories qui soutiennent l'existence possible d'univers parallèles. La théorie de l'inflation cosmique propose que juste après le Big Bang, notre univers a subi une expansion extrêmement rapide, bien plus rapide que la vitesse de la lumière. Ça s'est produit en une fraction de seconde, faisant passer notre univers d'un point minuscule à une taille beaucoup plus grande. Mais ce qui est fascinant, c'est que cette expansion ne se serait pas arrêtée partout. Selon cette théorie, l'inflation aurait continué dans certaines régions, créant des nouvelles bulles d'univers, tandis que d'autres, comme le nôtre, auraient ralenti et se seraient stabilisées. Ces bulles d'univers pourraient être totalement séparées les unes des autres, avec leurs propres lois physiques. Ça signifie que chaque bulle, ou chaque univers, pourrait fonctionner différemment de notre propre réalité. Par exemple, dans un autre de ces univers, les forces fondamentales comme la gravité ou l'électromagnétisme pourraient être plus ou moins puissants, rendant l'existence de la vie telle que nous la connaissons impossible, ou au contraire, favorisant des formes de vie radicalement différentes. La deuxième théorie que je vous présente est en lien avec la mécanique quantique. On a pu voir plus tôt dans la vidéo qu'en mécanique quantique, les particules peuvent exister dans plusieurs états simultanément, une idée connue sous le nom de superposition quantique. Lorsqu'on fait une observation d'une particule, cette superposition s'effondre et la particule prend un état unique. L'interprétation des mondes multiples va plus loin en affirmant qu'au lieu de choisir un état unique, l'univers entier se divise à chaque événement quantique, créant des univers parallèles où chaque possibilité se réalise. Par exemple, si vous êtes confronté à un choix, disons prendre un emploi ou pas, il existerait un univers dans lequel vous avez accepté et un autre dans lequel vous avez refusé. Chaque bifurcation génère un réseau infini d'univers parallèles où toutes les options possibles se manifestent. Bien que cette idée puisse sembler fantastique, elle cherche à résoudre des paradoxes de la mécanique quantique. Mais elle reste largement spéculative et sujette à débat. Mais même sans preuve concrète, le concept de multivers continue de défier notre perception de la réalité et de stimuler notre imagination. Il pousse les scientifiques, les philosophes et les rêveurs à envisager que notre réalité n'est peut-être qu'une facette d'un ensemble bien plus vaste, un voile sur une infinité d'autres possibilités. Inversion des pôles magnétiques. Imaginez un instant que les pôles magnétiques de la Terre s'inversent. Le nord devient le sud, et le sud devient le nord. Un basculement invisible, mais d'une portée immense. Ça semble relever du fantastique. Et pourtant, c'est un phénomène bien réel. Il s'est produit à de nombreuses reprises au cours de l'histoire de notre planète, laissant des traces inscrites dans les roches, les fonds marins et les coulées de lave. Une énigme géologique et une danse magnétique qui s'étend sur des millions d'années. Mais qu'est-ce qui cause cette inversion ? En gros, le champ magnétique est produit par les mouvements complexes du fer liquide qui est dans le noyau de la Terre, agissant comme une gigantesque dynamo. Ce flux maintient notre planète protégée des radiations solaires et des particules cosmiques. Mais au fil du temps, ce champ peut s'affaiblir, devenir instable et finir par se renverser. Les inversions ne suivent pas un calendrier précis. Elles surviennent en moyenne tous les 200 000 à 300 000 ans, bien que la dernière remonte à 780 000 ans. Autant dire que nous sommes techniquement un peu en retard. Pendant la transition, le champ magnétique peut devenir plus faible, voire présenter plusieurs pôles temporaires. Ça pourrait exposer la Terre à une plus grande quantité de radiation solaire et affaiblir la protection naturelle contre les particules chargées. Mais les inversions passées n'ont pas entraîné d'extinction massive ou de catastrophes globales évidentes, même si certains impacts environnementaux ou climatiques mineurs sont envisageables. D'un point de vue spirituel, beaucoup considèrent l'inversion des pôles comme un événement cataclysmique,
ayant des implications profondes pour la conscience humaine. Certains croient que ça provoquerait des bouleversements physiques tels que des tremblements de terre et des tsunamis, mais aussi des changements spirituels, avec l'éveil massif de l'humanité à une nouvelle réalité. Les hypothèses avancent que des civilisations passées comme l'Atlantide auraient été détruites par des inversions des pôles et que l'humanité pourrait bientôt, à nouveau, traverser une période de transformation profonde. Synchronicité. Ce mot, évoqué pour la première fois par le célèbre psychologue Carl Gustav Jung, désigne ces moments où la réalité semble orchestrer des coïncidences si étranges, si précises, qu'elles paraissent défier toute explication rationnelle. Imaginez un événement dans votre vie qui semble coïncider de manière si étrange et significative avec ce que vous ressentez ou pensez à ce moment précis, comme si l'univers vous envoyait un signe. La synchronicité, ce sont des coïncidences apparemment fortuites, mais profondément significatives, qui vont au-delà du simple hasard. Pour Jung, ce type de phénomène n'était pas une simple coïncidence statistique, mais une coïncidence significative entre un état psychologique interne et un événement externe. Prenons un exemple classique. Vous rêvez d'un papillon, et le lendemain, un papillon rare vient se poser sur votre main. Vous pourriez y voir une simple coïncidence, mais pour ceux qui croient en la synchronicité, cet événement est porteur de sens, un signe que votre vie intérieure et l'univers extérieur sont mystérieusement connectés. Jung a développé cette idée en collaborant avec le physicien Wolfgang Pauli, explorant comment des événements apparemment aléatoires pouvaient être reliés de manière significative. Selon lui, la synchronicité dépasse les explications rationnelles et s'inscrit dans une vision holistique de la réalité, où tout est connecté. Pour Jung, elle s'articule autour du concept de conscience collective, une sorte de mémoire universelle partagée par toute l'humanité, qui pourrait expliquer comment ces liens mystérieux apparaissent. C'est-à-dire quand un événement extérieur coïncide de manière significative avec nos pensées ou nos émotions. Ça pourrait indiquer qu'on se connecte à cette fameuse conscience collective. Un exemple concret de synchronicité lié à la conscience collective est le cas où vous pourriez penser intensément à un vieil ami que vous n'avez pas vu depuis des années, et soudain, cet ami vous appelle ou vous envoie un message. Ce genre d'événement va au-delà de la simple coïncidence pour certains, car il peut sembler significatif et résonner avec ce que vous ressentez ou vivez à ce moment précis. Je pense que vous avez toutes et tous déjà vécu un moment similaire où vous vous êtes dit « franchement, c'est abusé ». La synchronicité a influencé des domaines aussi variés que la psychologie, la spiritualité et même la culture populaire. Beaucoup de personnes rapportent des expériences où elles sentent que l'univers conspire pour leur transmettre un message, une direction ou une validation de leur choix. Ça peut se produire sous forme de rencontres fortuites, de symboles récurrents ou des situations qui semblent répondre directement à leurs préoccupations profondes. Si ça vous est déjà arrivé, n'hésitez pas à me le raconter en commentaire, ça m'intéresse bien de savoir comment ça s'est produit chez vous. Mais les scientifiques restent sceptiques. Pour eux, ces coïncidences pourraient souvent être expliquées par des biais cognitifs, tels que le biais de confirmation ou par le hasard pur. Mais pour ceux qui vivent ces expériences, la synchronicité reste un phénomène profondément marquant, source d'émerveillement et de questionnement. Et voilà, la première partie de notre exploration des profondeurs de la spiritualité touche à sa fin. Mais ce n'est que le début d'un voyage fascinant, et ce que nous avons découvert n'est qu'une fraction d'un mystère bien plus vaste. La prochaine partie nous entraînera encore plus loin, là où les vérités deviennent plus intenses, plus énigmatiques, et surtout bien plus troublantes. En attendant, si cette vidéo vous a fait ressentir une quelconque émotion, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager votre ressenti ou ce qui vous a le plus interpellé. Ça m'intéresse toujours beaucoup et je lis toujours tous les commentaires. Sinon, je vous invite aussi à vous abonner et surtout activer la cloche pour pas manquer la deuxième partie qui arrive tout bientôt et qui vous réserve des éléments encore plus intrigants. En attendant, je vous dis à plus les potes.